Bien, bonjour à tous. Donc, avant d'aller manger, nous allons vous présenter l'article intitulé « Les effets du traitement vocal de la méthode LSVT sur la déglutition et la toux dans la maladie de Parkinson ». Alors, premièrement, pourquoi avons-nous choisi cet article ? On a choisi cet article parce qu'on avait un intérêt pour la méthode LSVT et aussi pour la maladie de Parkinson. Et plus précisément parce qu'on avait envie d'investiguer cette méthode d'intervention dont l'efficacité est reconnue pour ce type de prise en charge. Donc, quand on s'est intéressé à la méthode LSVT, on est tombé sur cette vidéo qui est le test du temps maximum phonatoire sur une patiente donc avant la thérapie et après thérapie de LSVT. Donc c'est vraiment une vidéo qui donne très envie de s'intéresser à la LSVT, comme vous pouvez voir, et on l'a coupée, donc elle continue encore un peu. Et c'est une vidéo qui a été mise en ligne par l'organisme LSVT Big, donc on peut penser à juste titre qu'il s'agit d'une vidéo d'accroche avec une patiente qui a très bien réagi à cette thérapie. Et donc la question est la suivante, est-ce que cette thérapie est vraiment efficace? Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser? Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cet article. Donc, la question de recherche de cet article était la suivante. Quels sont les effets de la LSVT loud, d'une part, sur la déglutition pharyngée et d'autre part, sur le réflexe de la toux? Donc, dans un premier temps, on va revenir sur la LSVT loud. De quoi il s'agit? C'est une thérapie vocale qui a été développée en 1987 et qui prend en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson. Le but premier de cette thérapie est d'augmenter le volume phonatoire qui est souvent trop faible chez ces patients. Mais c'est aussi un travail de l'ensemble du système sensorimoteur. Donc par là, j'entends l'intelligibilité de la parole, l'expression faciale, le soutien respiratoire et la qualité de la voix. Elle s'applique par des logopèdes certifiés donc qui ont suivi la formation à LSVT Loud, et il s'agit d'un traitement intensif avec des sessions d'1 mois pendant lesquelles il y a 16 séances, donc 4 séances par semaine pendant 4 semaines, et des exercices à faire à la maison. Les exercices sont les suivants: des prononciations prolongées de voyelles avec des volumes croissants, des changements de hauteur et des prononciations de mots fonctionnels et de phrases avec des volumes croissants, en prenant toujours en compte le feedback et le retour sensoriel du patient. Donc c'est des sessions de 1 mois qui se renouvellent dans le temps. Alors au niveau des caractéristiques de l'étude, on va revenir sur la méthode, les résultats et la discussion en guise de conclusion. Donc au niveau de la méthode, ils ont pris en compte 20 participants, il y avait 14 hommes et 6 femmes, la moyenne d'âge était de 68 ans, et ils étaient tous atteints donc, de la maladie de Parkinson, référés donc, pour l'intervention LSVT Loud, et avec des plaintes de détérioration vocale. Au niveau du design de l'étude, ils ont réalisé des évaluations à 3 moments clés. Il y a eu d'abord une phase de pré-test, c'est-à-dire avant le début de l'intervention LSVT Loud, une phase de post-test, c'est-à-dire 1 semaine après l'intervention, et une phase de maintenance, 6 mois après, pour pouvoir évaluer les effets à long terme. Donc pendant ces 3 interventions, ils ont pris en compte plusieurs mesures. Et donc, il y avait des mesures de vidéofluoroscopie, des mesures quantitatives du débit d'air maximal lors du réflexe de la toux, des mesures de la parole selon le protocole LSVT, donc le fameux temps maximum phonatoire. Et autre particularité de cette étude, c'est qu'ils ont pris en compte des questionnaires auto-administrés. Donc ainsi, on a pu découvrir le PDQ-8. Donc c'est un questionnaire qui évalue la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et donc il y a des questions de type est-ce que vous avez des difficultés à vivre avec votre maladie dans des lieux publics? Et c'est sur base d'une échelle de Likert. Autre questionnaire qu'on a pu mettre en évidence aussi, c'est un questionnaire relatif aux difficultés alimentaires, donc le EAT10. Et de nouveau, voilà, des questions de type est-ce que vous toussez lorsque vous avalez? Avec une échelle de Likert, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le score est faible, et mieux c'est. Donc on va parler maintenant des résultats de cette étude. Au niveau des mesures acoustiques, donc le temps maximum phonatoire, ce qu'on avait pu voir sur la vidéo, il y a une amélioration significative, un maintien et une amélioration à long terme. Donc voici les résultats. Pour information, la norme se situe entre 15 et 25 secondes. Ici, avant traitement, la moyenne était de 13,93 secondes chez les patients, qui a augmenté donc significativement après le traitement, 1 semaine après le traitement, de 17,40 secondes.
et qui a continué à augmenter, donc 6 mois après la fin de l'intervention, à 20,74 secondes. Donc toujours une amélioration significative. Au niveau donc de la qualité de vie, donc les questionnaires présentés en première partie, donc au niveau du PDQ-8, pour tous les participants, il y a eu une amélioration significative du ressenti des patients. Et au niveau du questionnaire sur les difficultés alimentaires, on voit que là, ils ont pris en compte uniquement les participants ayant eu un score déficitaire lors du pré-test. Et donc, 7 sur 8 participants ont amélioré leur score initial, mais seulement un participant n'a pas évolué. Donc, de manière générale, après l'intervention, on voit que le sentiment de confiance, il est quand même amélioré. Au niveau de la vidéofluoroscopie maintenant, la LSVT a modifié significativement au niveau des sinus piriformes, a augmenté significativement leur temps d'ouverture, mais aussi la taille d'ouverture maximale, ce qui permet une protection des voies aérodigestives. Et d'autre part, au niveau du pharynx, on a une réduction significative de celle-ci au repos, de la zone pharyngée au repos, et donc une amélioration du tonus pharyngien global et une meilleure stimulation du bolus alimentaire. Au niveau des mesures aérodynamiques de la toux, le CPD qui correspond à la mesure de la fermeture glottique, une nette amélioration entre le pré-test et le post-test, mais qui ne s'est pas maintenue dans le temps. Donc on peut penser, d'où l'utilité de refaire des sessions de LSVT. Au niveau du PEFR, la mesure de la vitesse expiratoire, on voit une amélioration significative entre le pré-test et le post-test, et qui continue à s'améliorer dans les 6 mois qui suivent. Le PEFRT, la mesure du temps expiratoire en secondes, a augmenté significativement entre le pré-test et le post-test et s'est maintenu dans le temps. Donc on a une meilleure efficacité et une meilleure puissance de la toux. Donc, pour rappel, la question de recherche était d'évaluer donc les effets de cette intervention, d'une part sur la déglutition pharyngée et sur le réflexe de la toux. Et ce qu'on a pu observer donc sur la déglutition pharyngée, c'est que le travail des muscles phonatoires, par le biais de l'intervention, a permis de travailler également le travail des muscles de la déglutition, et donc de modifier significativement les sinus périformes, comme le disait Clémentine, et donc de protéger les voies aérodigestives. Parallèlement, le volume pharyngien s'est réduit, on a pu améliorer le tonus du pharynx, et donc ce qu'il faut retenir de ces variables, c'est qu'on a une meilleure déglutition, ça réduit le risque de fausse route, et le sentiment de confiance est amélioré de la part des patients. La deuxième question de recherche, l'efficacité du réflexe de la toux. On a le travail phonatoire qui a été engendré par la LSVT, qui a permis d'améliorer la force pulmonaire, donc comme je vous le disais, avec le PEFR et le PFRT qui sont améliorés significativement, et donc une meilleure efficacité de la toux en cas de fausse route. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur cette étude, c'est que c'est une étude pilote. Donc, les chercheurs ont pris en compte différentes orientations futures pour améliorer la validité de celle-ci. Et donc, ils se sont basés sur le fait qu'il faudrait prendre plus de participants, avec notamment un groupe contrôle pour pouvoir effectuer des comparaisons. Une durée de suivi plus longue, c'est-à-dire aller au-delà de 6 mois d'intervention pour pouvoir répliquer l'étude. Des critères de sélection beaucoup plus spécifiques, et enfin inclure des évaluations instrumentales comme une électromyographie. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet article ? Que la LSVT Load est un traitement non invasif avec un effet avéré sur la voix et la déglutition, ce qui n'est pas le cas des autres traitements dans la maladie de Parkinson, donc la pharmacothérapie, la stimulation cérébrale profonde. Et que des exercices phonatoires intensifs, comme on en a dans la LSVT Load, permettent des effets beaucoup plus larges sur la déglutition et la fonction respiratoire. Voilà, on vous remercie pour votre écoute. Voilà, il est 12h27, nous avons 3 minutes pour des questions. Ou des commentaires, ou des conseils, partage d'expériences cliniques. J'ai une question par rapport à la réduction du pharynx. Est-ce que ça ne peut pas justement provoquer des troubles de la déglutition étant donné que le passage devient plus étroit? Alors, la réduction du pharynx, c'est surtout que le pharynx était avant un peu trop lâche et donc moins... la manipulation finalement pharyngale était plus difficile pour le patient. C'est plutôt un meilleur tonus, cette réduction du pharynx, plus qu'une réelle difficulté. C'est vraiment un avantage pour eux. D'accord, et un meilleur péristaltisme pharyngé. D'accord, merci. D'autres questions?
D'autres personnes qui veulent partager avec nous leur expérience avec des patients? Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est une technique qui est conseillée à des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson à n'importe quel stade de la maladie? Et sinon, à quel stade est-ce que vous la conseilleriez? À quel stade est-ce que vous la déconseilleriez? C'est une technique qui peut être abordée dès le début de la maladie de Parkinson, parce qu'elle permet finalement de ralentir cette intensité basse de la voix qu'on voit chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, et qui est conseillée effectivement assez tôt, et dès que le patient souffre, on peut le conseiller avant même qu'il ne souffre de ça au niveau vocal. Oui, je voulais rajouter que dans cette étude, par contre, ils avaient pris en compte des patients qui étaient atteints de la maladie, mais à un stade modéré. Donc ça, c'est aussi ce qu'on se disait, dans les orientations futures, ils parlent de critères plus sélectifs dans leur échantillonnage. Donc peut-être prendre des patients qui ont, en plus de leur maladie de Parkinson, des troubles en déglutition avérés pour pouvoir faire des comparaisons. Voilà. Merci. Il y a encore du temps pour une question? Personne? Bon appétit alors.